On peut débattre sur qui a dit quoi à qui, mais le fait est que Castro a longtemps tenté de négocier avec les États-Unis. Et on l'a ignoré. Non seulement on l'a ignoré, mais on l'a insulté. Et ils ont tenté de l'assassiner plusieurs fois. Alors c'est quoi le dialogue? Le dialogue est important. Et M. Chavez y croyait sans doute. Souvenez-vous, il a serré la main d'Obama. Il espérait vraiment qu'il y aurait un rapprochement avec les États-Unis. Ça n'a pas été le cas. Donc, on parle de dialogue, de compromis, de politique. Donc, en bref, pour vous donner mon avis général sur M. Poutine, c'est le négociateur ultime, celui qui va vous épuiser. Il croit vraiment qu'il faut discuter de tout. Il existe des intérêts dans chaque pays. Chaque pays a des intérêts nationaux, et il ne cesse d'en parler. La Russie a ses intérêts nationaux. Il est prêt à tout négocier, sauf ses intérêts nationaux. Et quand vous franchissez la ligne, il vous le dit. Comme vous le savez, je l'ai poussé dans ses retranchements. Quoi que les gens disent, je l'ai poussé. Certains vous diront le contraire, mais je l'ai vraiment fait. Je l'ai senti irrité quand j'ai insisté sur les questions de la démocratie, de sa succession, sur ce qui allait se passer l'année prochaine. Par moments, je l'ai vraiment énervé, plus d'une fois, mais je me sens concerné. Et la raison pour laquelle j'ai entrepris de réaliser cette série est que je m'inquiétais vraiment de savoir ce qui était arrivé à mon rapport avec la Russie. Qu'est-il advenu de la relation américano-russe qui existait en 2000? Avez-vous l'impression que votre film pourrait changer l'attitude américaine face à Poutine? C'est déjà le cas, dans certaines mesures. Elle a été vue par plusieurs millions de personnes. Mais c'est sur la chaîne câblée payante Showtime, pas sur une chaîne nationale comme en Russie. Donc l'audience de prescripteurs est plus limitée. Il a été vu, et il est encore regardé. Et il a aussi été diffusé en Europe, assez largement. Et il y a eu un très bon débat en France sur la chaîne de télévision publique France 3. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères de M. Mitterrand, et plusieurs autres personnes ont très bien défendu le film contre l'opposition, j'ai trouvé. Donc le débat a été très français. Mais en d'autres termes, en Europe, en Allemagne, en France, en Italie, ce sont des questions importantes, très importantes. Les choses peuvent-elles changer grâce à ça? C'est dur à dire. Par exemple, le Congrès américain, ce qui m'étonne, a récemment voté à la quasi-unanimité le durcissement des sanctions contre la Russie. C'est très récent. On dirait presque une réaction à Trump. Comme dirait Poutine, c'est de la politique intérieure américaine. Pensez-vous que Trump cherche en quelque sorte à imiter les leaders comme Poutine? Peut-être bien, je n'en suis pas sûr. Je suis incapable de vous dire ce qu'il y a dans la tête de Donald Trump. À mon avis, personne ne le peut. Je ne pense pas qu'il soit idiot, je pense que c'est un type très malin. Je suis sûr qu'il a du respect. Mais il peut aussi se méprendre sur M. Poutine, donc je ne sais pas. En tout cas, il n'a pas été à la hauteur de l'idée qu'il a fait croire à beaucoup de gens pendant la campagne qu'il était opposé à toute intervention à l'étranger, qu'il pensait que les États-Unis avaient gaspillé ses ressources et ses atouts dans les guerres extérieures. On pouvait croire que ça allait changer, mais ça n'a pas changé. Pas par manque de volonté, mais parce qu'il n'a pas réussi à faire quoi que ce soit avec son administration. Il est complètement coincé depuis le début. L'opposition a été sévère. Peut-être aussi à cause de la Russie. Non, tout ça n'a été qu'une excuse. Il a été attaqué durement sur la Russie. Je n'ai encore vu aucune preuve indiquant que la Russie est en collusion avec M. Trump. Ce n'est pas son candidat mandchou. J'ai toujours trouvé ce narratif étonnamment stupide. Mais ça a bien marché en Amérique, ce qui m'inquiète. Et ça montre à quel point franchement les électeurs américains peuvent être idiots. Probablement pas la majorité, allez savoir. Les sondages sont à côté de la plaque. Ça n'a aucun sens. Mais si vous dites qu'aucun élu ne parvient à changer le système, est-ce que cela vaut encore la peine de voter aux États-Unis? C'est ce que déclare M. Poutine à la fin de l'interview. Il me dit qu'il a connu 4 présidents américains. Et je lui demande qu'est-ce qui a changé. Et il me répond, en gros, rien. Il dit donc qu'il existe une bureaucratie. Il l'appelle bureaucratie. En Amérique, on dirait le deep state. Une bureaucratie qui a résisté au changement. Évidemment, la politique américaine à l'égard de la Russie est globalement très négative depuis 1917, depuis la Révolution, quand le président Wilson a envoyé des troupes américaines en Sibérie pour rejoindre le corps expéditionnaire britannique. La nouvelle guerre froide, c'est juste une figure de style ou est-ce plus que cela? C'est une figure de style, certainement. Une guerre froide,
C'est une guerre très dangereuse. On peut même se demander si la guerre froide d'origine était si froide que ça, d'ailleurs. Il y a eu tellement de guerres par procuration que nous avons menées au nom de la lutte contre le communisme, au Vietnam, en Corée. On se demande combien d'êtres humains sont morts au nom de cette guerre froide. Des millions ont été touchés dans le tiers-monde. Partout en Afrique, il y a eu des batailles. Et bien sûr, on constate maintenant l'étendue des dégâts au Moyen-Orient. Le spectre du communisme ne marche plus. Les États-Unis ne peuvent plus l'utiliser. Mais je crois que l'idée persiste en réalité. Je suis sûr que les membres du Congrès qui ont voté pour le durcissement des sanctions contre les Russes y pensaient. Dans leur esprit, c'est quand même un peu l'ancienne Russie. Tout ça avait plutôt disparu dans les années 80 et 90. Pourquoi ce retour en force? Que faudrait-il pour que ce paradigme disparaisse de l'esprit américain? Des générations? Ça m'a beaucoup surpris, choqué même. Pouvoir parler à M. Gorbatchev a été l'un des moments les plus forts de ma vie. J'ai senti que de mon vivant, 1989 serait un printemps d'espoir, un nouveau sentiment que tout allait changer. Le mur de Berlin est tombé. Tous les pays d'Europe de l'Est se sont soulevés dans une révolution sans effusion de sang. Une révolution vraiment pacifique. Et la Russie aussi, plus ou moins. En Amérique, nous avons perçu M. Gorbatchev comme un lion, un héros. Dans ce pays, bien sûr, il était considéré comme un faible qui avait perdu le contrôle d'un empire. Donc c'est une vision complètement différente. J'ai pu rencontrer Gorbatchev depuis, et j'ai entendu ses critiques sur M. Poutine. Et à vrai dire, la dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit que M. Poutine est l'homme de la situation pour l'instant, quoi qu'on en dise. Parce que l'Amérique a violé le pacte qu'il avait conclu en 1989, que l'OTAN ne bougerait pas d'un pouce vers l'Est en cas de réunification de l'Allemagne. C'était prévu. Ça ne l'a pas été. L'OTAN a été boostée sous Clinton, Bush et Obama. Et M. Gorbatchev a également affirmé, comme M. Poutine, qu'il était d'accord sur l'abrogation du traité ABM par M. Bush en 2001. Ce fut une grave erreur qui a sapé l'équilibre des pouvoirs entre les deux pays. En plus, comme le dit Poutine, vous avez le soutien américain aux terroristes dans le Caucase. Et en plus, vous avez évidemment des points de vue opposés sur l'Ukraine. Et Poutine énonce clairement son point de vue dans ce livre, un point de vue que les Américains n'entendent pas. Et encore, en plus de cela, vous avez la Syrie. Je le répète, c'est étonnant à quel point cette guerre est si peu traitée par les médias. RT en parle. Et que dire du Yémen? Oui, bien sûr. Je pourrais continuer. Je n'ai pas apporté la liste complète, mais c'est très clair. Je voudrais vous parler du contexte dans lequel ce livre est sorti. On a l'impression, bizarrement, que pendant la guerre froide, tout était très clair. Il y avait deux côtés opposés. Aujourd'hui, pour moi, c'est tellement plus effrayant. Le monde est multipolaire, le chaos est partout. Tout le monde essaie de s'en sortir par lui-même. Et tous ces conflits que vous venez de citer, et bien d'autres dont on n'a pas parlé, se déchaînent à cause de ça. Et on ne sait pas comment ça va finir, ni même si ça va finir un jour. Les choses ne sont jamais propres. Vous êtes jeune, vous devez avoir la trentaine. Vous savez, la guerre froide d'origine me paraissait très confuse, pas si nettement, nous contre eux. En fait, je suis parti jeune au Vietnam, persuadé que nous étions là pour combattre le communisme. En d'autres termes, il y avait beaucoup de choses cachées. Et quand on se retourne sur toute l'histoire de cette période, comme nous avons cherché à le faire dans une autre histoire de l'Amérique, il faut bien admettre que c'était une vaste blague. Que les États-Unis ont vraiment berné le monde et ont fait de l'URSS le coupable idéal. Après avoir fait une guerre mondiale, ils en ont fait les coupables de la Seconde Guerre mondiale en assimilant Hitler à Staline, etc., etc. Il y a un malentendu sur la nature de la Première Guerre froide. L'Amérique a dépensé des fortunes pour mener cette guerre.
Elle a privé son propre peuple, nous, le peuple américain, d'un meilleur système éducatif, de plus de sécurité, de santé, de richesse. Toutes ces choses qui créent les problèmes actuels, le filet social qui disparaît. Ils auraient pu nous en sortir plutôt que de dépenser tout cet argent sur la guerre froide. Nous avons donc payé le prix fort, et ça n'a jamais cessé. Je me souviens qu'en 1989, on parlait du dividende de la paix. On en a parlé, mais où est-il ce dividende de la paix? Quelques semaines après la chute du mur de Berlin, Bush père allait en Irak, il envoyait 500 000 soldats au Moyen-Orient. C'était énorme. Quand on a envoyé 500 000 soldats au Vietnam, c'était sous Lyndon Johnson. C'était énorme. Et la presse a fait grand bruit. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on savait que c'était bien trop. On se battait avec trop de troupes. Ça ne marchait pas, c'était trop gros. Et ce qui est arrivé, on l'a complètement oublié. Monsieur Reagan a beaucoup contribué à ça avec sa campagne pour faire oublier la guerre du Vietnam. Et on a recommencé à envoyer 1,5 million d'hommes à l'étranger pour se battre au Moyen-Orient. On n'est jamais sorti du Moyen-Orient. J'ai réalisé un film intitulé « W », dans lequel on demande au personnage de Dick Cheney quelle est notre politique de sortie. Et il répond « Il n'y a pas de sortie possible. » Et la vérité, c'est que nous ne sommes pas sortis. Il n'y a pas de sortie en Irak, on y est encore. Ces 500 000 hommes, sous une forme ou une autre, n'ont jamais quitté le Moyen-Orient. C'est tragique, si vous avez le sens de l'histoire. Je savais que c'était une erreur. La première guerre en Irak a été une énorme erreur. J'étais sûr qu'il resterait encore beaucoup de place pour des négociations. Quand vous sortez des films comme W par exemple, ou une autre histoire de l'Amérique, comment sont-ils perçus aux États-Unis? Vous dénoncez beaucoup de dogmes et de faits de l'histoire américaine. Je ne vais pas vous dire que c'est facile, mais je crois que ces films font partie de ce que j'ai fait de plus important dans ma vie. Je suis très fier de ces deux films. J'en ai payé le prix. Il y a des gens qui pensent que je n'ai rien à faire dans ce débat, mais ils ne tiennent pas compte non plus de personnes comme Noam Chomsky. Il n'y a pas de centre dans le débat politique américain, tout est centre droit. Depuis l'arrivée au pouvoir de l'équipe Clinton, le centre est devenu la droite. Il n'y a pas de parti de la paix dans mon pays. Je n'en vois aucun signe, sauf peut-être ce troisième parti, les Verts, qui est tellement critiqué, entre autres. Les gens le tournent en dérision. Oui, pourquoi? Je ne sais pas, à vous de me le dire. Vous savez, quand j'étais jeune, j'avais toujours l'impression que les démocrates étaient les gens qui au moins s'intéressaient à la paix. Aujourd'hui, tout ça a été gâché. Ce sentiment est gâché. Je ne vois aucun consensus. Le seul qui en ait parlé, c'est Bernie Sanders. Mais rappelez-vous, il a très peu parlé de politique étrangère. Il est resté loin de tout ça. Il savait bien que c'était trop dangereux. Et il était bien trop socialiste pour réussir en Amérique. Alors là, je n'en suis pas sûr. Parce que l'Amérique va peut-être devoir devenir plus sociale pour survivre. Si le système s'écroule, qu'on continue à avoir crise après crise, crash boursier, etc. Mais là, ils sont quand même allés jusqu'à Trump pour faire changer les choses. Oui, mais n'oubliez pas, quand M. Obama a déversé, combien déjà? 750 milliards de dollars dans l'économie. C'était déjà une initiative plutôt socialiste. Le devenir des États-Unis est passionnant. Je pense que je vais essayer de m'accrocher pour voir. Je trouve que c'est une excellente question. Juste rester dans les coulisses et voir ce qui se passe. Les choses pourraient bien mal tourner. Il pourrait y avoir des pertes. Cela me fait peur dans la mesure où les États-Unis pourraient perdre leur self-control. Et cette idée, ce sentiment de panique, cette crise d'angoisse qui dit que la Russie est responsable de tout, c'est insensé. C'est très facile de recourir à ce genre d'approche primitive des années 1950, à la manière de Joseph McCarthy. Quand j'étais garçon, on me disait « Les soviétiques sont dans nos écoles, ils sont dans nos universités, ils infiltrent notre système. Les soviétiques vont prendre le pouvoir sans tirer un coup de feu. » C'était des gens sérieux qui disaient ça. Et il faut accepter que cette mentalité existe. Lorsqu'on est au cœur d'une foule hystérique qui lynche des gens, ça fait peur. Parce que le bon sens est la chose qui disparaît le plus vite. La décence et l'humanité aussi disparaissent. Donc ça me fait peur, cette mentalité, c'est endémique. Vous vous y connaissez fort bien en politique, vous connaissez les politiciens et vous vous y connaissez en scénario.
Donnez-moi un scénario sur l'évolution des choses, un point de vue réaliste. Alors maintenant, vous me demandez de faire un film. À mon avis, pour les Américains, cela ne va pas se passer autrement. C'est ce qui est effrayant. Parce que je ne vois pas la Russie prendre l'initiative à ce stade. Sauf une capitulation. Avec toutes vos armes nucléaires et un changement de régime, la démission de M. Poutine, ce serait dément. Cela n'arrivera pas, parce que les Russes le soutiennent. Je ne vois pas d'issue en ce moment. Bien sûr, il y a des troisièmes voies qui existent, qui émergent. Il y a des De Gaulle qui apparaissent. On espère un leader français ou un leader européen. J'étais très déçu par Merkel tout au long de ce processus. Elle n'est pourtant pas bête. Elle connaît la véritable histoire de l'Ukraine. Elle n'est pas dupe. Son ministre des Affaires étrangères était impliqué. Il savait ce qui se passait. C'était un coup d'État en Ukraine. Bref, il faudrait une sorte de leader européen. Qui dirait non à l'Amérique? Oui, on peut dire ça comme ça. J'étais là quand M. de Gaulle a dit non à l'Amérique. Vraiment? C'était plutôt bien. Vous avez l'air si jeune, j'avais pas réalisé que vous étiez de l'époque de Gaulle. De Gaulle était un homme très fier. Fier de la France. On aimerait voir ça. Mais il existe d'autres façons de briser les blocs. Il y a bien sûr la Chine qui est gigantesque. Mais les États-Unis sont sur une ligne dure avec la Chine. Même si elle ne le dit pas, contrairement à ce qu'elle fait avec la Russie. Alors que la raison pour laquelle nous sommes en train d'armer la Corée à ce point, et le Japon, c'est pour contrer les Chinois, pour encercler les Chinois. La Corée m'inquiète. Nous avons placé tellement d'armes au Japon et en Corée. Ça peut exploser en un instant. C'est une vraie poudrière. Les choses se présentent mal. Si j'avais votre âge, je voudrais vivre mieux. Que faire? Vous attirez l'attention sur la situation. C'est la seule chose à faire en ce moment. À mon avis, vous devriez faire un film là-dessus. Il ne faut certainement pas mettre fin à votre carrière. C'est à ça que servent les documentaires. C'est pourquoi j'ai réalisé celui-ci. Parce que ça m'intéresse. Je veux que la paix ait une chance. Et je me dis qu'à chaque fois que j'ai parlé à Poutine, sur ces 30 heures, je n'ai jamais ressenti d'autre volonté de sa part que d'atteindre un équilibre des pouvoirs, un respect de la souveraineté de chacun et un sentiment de paix dans le monde. Et c'est ce que les gens n'acceptent pas d'entendre de sa part. Ils sont incapables de croire que cet homme, qu'ils considèrent comme un grand méchant, est en fait un admirateur de la paix. Oliver Stone, merci beaucoup. C'était un plaisir, merci beaucoup. Cette interview formidable. Bon courage pour la suite.